Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour les archives secrètes de Batman 1989, une vidéo qui s'adressera aussi bien aux connaisseurs qu'aux néophytes, puisque je n'ai pas voulu en faire une vidéo type qui revient sur la genèse du film, qui raconterait comment Michael Uslan a mis 10 ans pour pouvoir mettre à jour ce Batman. Non, on va malgré tout revenir sur le tournage, bien sûr, et sur ce qui tourne autour du film, mais à travers 5 thématiques. Allez, on se lance direct, c'est parti. On connaît l'immense talent de Jack Nicholson qui n'est plus à prouver, ainsi que son orgueil qui s'est malheureusement développé au fil des années. Souvenez-vous, quand il a appris que Warner et Nolan allaient réadapter le Joker pour The Dark Knight. Il avait précisément déclaré ceci dans une interview en 2007. Je suis furieux. Ils ne m'ont jamais posé de questions pour une éventuelle suite avec le Joker. Je sais comment faire, mais personne ne me l'a jamais demandé. Et bien sûr, impossible d'oublier ce qu'il s'est produit le 22 janvier 2008. Heath Ledger, le jeune acteur australien qui jouait l'un des deux rôles principaux dans Le secret de Brokeback Mountain, a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. La cause de son décès n'a pas été établie, mais des médicaments, notamment des somnifères, ont été retrouvés près de lui. Il avait 28 ans. Mais est-ce que vous vous rappelez de la fois où un journaliste voulait avoir le ressenti de Nicholson à propos de la mort de Heath Ledger? Tout ce qu'il a répondu, c'était un simple « je l'avais prévenu » avec un petit sourire, cigarette au bec. À ce propos, de nombreuses personnes ont cru que la mise en garde concernait l'immersion de Heath dans le rôle du Joker, mais il s'agissait en fait d'un avertissement sur la consommation des somnifères ambiennes, comme le dira Nicholson dans une interview. Sauf qu'il n'a apparemment jamais connu Ledger sur le plan personnel. C'est bizarre. Enfin bref, si on met de côté son melon et son arrogance, il faut reconnaître qu'il était également réputé pour être très professionnel avec un immense respect pour les réalisateurs. Mais ça, c'est quand il l'avait décidé, c'est pour ça qu'on va retourner en 1988. Le rôle du Joker lui est proposé une première fois par le producteur Peter Guber, rôle qu'il refuse puisqu'il n'est pas du tout friand des blockbusters, que ce soit en tant qu'acteur ou spectateur. Voilà clairement ce qu'il pense du genre. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Les semaines passent mais le contact est maintenu jusqu'à ce que Nicholson invite dans sa résidence à Aspen, Colorado, le producteur Peter Guber, mais également Tim Burton. Ce jour-là, Jack leur propose de faire une balade à cheval, mais il y a un petit souci. Burton se montre réticent car il n'est jamais monté sur un cheval. Alors Guber lui fait discrètement comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix s'ils veulent avoir une ultime chance de se mettre Nicholson dans la poche. Il prend donc sur lui, tétanisé par les talons, ce qui lui fait gagner le respect de Nicholson. Ce type me plaît déjà. Bien que ce ne soit pas ce qu'il décide à se lancer dans le film. Non, lui Nicholson, il a bien conscience de sa notoriété et du souhait de la production d'avoir un acteur de sa trempe, qui apporterait un intérêt supplémentaire au film et surtout une respectabilité. C'est pour ça qu'il a négocié à l'avance avec Guber un juteux contrat de 6 millions de dollars lui accordant un droit de regard sur les prothèses, le maquillage et les tenues du Joker, mais également un pourcentage sur les recettes du film et le merchandising. D'ailleurs, le costumier Bob Ringwood viendra chez lui quelques semaines avant le tournage, avec 18 tenues pour la garde-robe du Joker, et seulement une d'entre elles sera refusée par Nicholson. De la merde. Au final, ce contrat lui permettra d'empocher plus de 60 millions de dollars. Il use aussi de son influence pour engager son ami Tracy Walter dans le rôle de Bob, le fameux bras droit du Joker que vous avez aussi aperçu dans Le Silence des Agneaux et dans Philadelphia. Le fait d'avoir donné un coup de main à Walter est une très bonne chose, mais bon, ça, c'est personnel parce que je trouve vraiment qu'il excelle dans cette performance. C'est clairement un de mes personnages favoris avec Alexandre Knox, interprété avec brio par Robert Wool. Une fois la participation de Nicholson acquise, de nouvelles scènes sont ajoutées au scénario, et bien sûr, des nouvelles scènes du Joker. Et ensuite, comment ça se passe sur le tournage ? Eh bien l'équipe ne tarit pas d'éloges sur son comportement très amical et sa ponctualité, à commencer par Tim Burton, malgré le gros problème de communication qui s'installe entre eux, puisque l'interprète de Jack Torrance s'exprime de manière très abstraite, et le réalisateur, intimidé, lui fait souvent croire qu'il le comprend pour ensuite voir des membres du staff et leur demander ce que l'interprète du Joker voulait dire. Cela s'arrange au fil des semaines, et heureusement, car Burton subit de plus en plus la pression du studio et ses cahiers des charges, sans parler de la réécriture de certaines scènes la veille ou le jour même de leur mise en boîte. Cette expérience devient traumatisante pour le jeune réalisateur, qui travaille comme toute l'équipe d'arrache-pied, et notamment de nuit. Une cadence qui ne lui donne pas le temps de prendre du recul sur la réalisation et la préparation des scènes à venir, avec en plus de cela, la prise de conscience qu'il ne fait pas souvent de poids face à la prod. Mais c'est là qu'il trouve un support et un allié en la personne de Nicholson, qui a parfaitement cerné Burton tout en comprenant et en respectant sa vision. L'un des meilleurs acteurs de tous les temps m'a protégé et m'a aidé à avancer sans être trop bouleversé par ce qui se passait. Il m'a donné assez d'assurance pour faire tout ce que j'avais à faire.
L'avoir à mes côtés comme soutien, ça a eu un impact auprès des studios. À se demander ce que serait devenu le film s'il avait été utilisé comme un simple yes man, comme on peut le voir sur la majorité des blockbusters depuis plus d'une dizaine d'années. Enfin bon, si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est quelque chose qui me gave. Donc au final, un grand merci au père Nicholson. Je sais ce que vous allez me dire là. Lando Calrissian, on le sait, c'est Harvey Dent. Alors oui, peut-être, mais Billy Dee Williams n'est pas la seule connexion de ce film avec Star Wars. Nous avons William Hawkins, alias le lieutenant Eckhart, à ne pas confondre avec Bullock, parce qu'encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que c'est lui. Hawkins donc, qui a joué dans Un Nouvel Espoir en incarnant Jack Tono Porkins. D'ailleurs, on l'a retrouvé dans 2 autres productions Lucasfilm avec Les Aventuriers de l'Arche perdue et un épisode des aventures du jeune Indiana Jones. Il y a également Mac McDonald, qui personnellement m'a fait triper en tant qu'homme de main du Joker, ayant lui aussi prêté ses traits à un autre pilote rebelle, cette fois dans l'Empire contre-attaque. Mais nous avons surtout Christopher Fairbanks, qui incarnait l'un des 2 voyous dans la toute première scène du film. Fairbanks, qu'on a vu récemment dans l'authentique série Andor sur Narkina 5. Et pour finir, il y a Nick Dodman, responsable du maquillage et des prothèses du Joker, qui faisait partie de l'équipe make-up de l'Empire contre-attaque et du Retour de Jedi. Il rebossera d'ailleurs sur une autre adaptation du Chevalier Noir avec Batman Begins. Avant de conclure ce petit point Star Wars, j'aimerais revenir une dernière fois, si vous me le permettez, sur Billy Dee Williams. Lui, il a surtout accepté le rôle car il connaissait les comics et il savait très bien que Dent devait un jour devenir double face. Bon, au moins c'est arrivé dans le comics Batman 89, écrit par le scénariste du film Sam Hamm, qui n'est toujours pas sorti en France d'ailleurs. En tout cas, on peut se dire que Dee Williams a réussi à incarner double face après toutes ces années dans le film Lego Batman, puisque c'est lui qui a prêté sa voix au personnage, et on ne remerciera jamais assez son réalisateur Chris McKay d'avoir rendu ça possible au moins une fois. Allez, on passe à la suite. Sean Young, aperçu dans le Dune de David Lynch et surtout le cultissime Blade Runner de Ridley Scott, est casté pour le rôle de Vicky Vale. Tout se passe pour le mieux, elle participe aux réunions de pré-production et aux répétitions à Londres durant 1 mois, et à 1 semaine du tournage, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle a un accident de cheval et se fracture le bras, ce qui met fin prématurément à son aventure avec Batman. La vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que monter sur des chevaux n'a pas déterminé le destin de ce film ? À savoir que non, elle ne faisait pas du cheval pour son plaisir personnel, mais pour un entraînement concernant une scène de film qui sera d'ailleurs supprimée par la suite. Alors suite à ça, panique à bord pour trouver en moins de 8 jours une actrice correspondant au personnage, mais également disponible dans les 2 jours suivants, afin de prendre un vol direction Londres dans les studios de tournage Pinewood, pour une durée de 4 à 5 mois. Certains me diront pourquoi une photo de Michelle Pfeiffer ? Eh bien parce qu'elle est le second choix de la prod, mais pour Michael Keaton qui vient de rompre avec elle, il en est hors de question. Dans un sens tant mieux, puisqu'ensuite de l'eau a coulé sous les ponts, et elle a pu interpréter avec brio Selina Kyle, Catwoman. Kim Basinger étant la suivante sur la liste, le scénario du film lui est alors envoyé par fax durant toute une nuit. Et on connaît le déroulé de la suite, ou presque, puisque sur le tournage, elle rencontre Prince. Une liaison se crée, mais pas seulement. Comme vous le savez, il enregistre son album concept dont la moitié des chansons sont finalement intégrées au film, avec les clips qui vont avec. Alors qu'à la base, il devait juste composer 2 chansons pour la scène du musée et pour celle du festival du bicentenaire. Mais saviez-vous que Prince a également enregistré un maxi-single avec Kim Basinger ? À ne pas confondre avec Scandalous intégré dans le générique de fin et dont l'air est utilisé par Danny Elfman pour composer le love theme du film. Il y a même la fameuse rumeur disant que le gémissement de Scandalous Sex Suite provienne de cabrioles entre Prince et Basinger. Parce que oui, l'actrice ne chante pas sur ce titre. Elle émet des gémissements, suggestifs. Enfin bref, pour en revenir au film, on va parler un petit peu de cette scène coupée à cheval avec Vicky. Nous, on a vu ce qui se passait durant cette soirée, mais la scène devait commencer un peu plus tôt dans les écuries de Bruce. Vicky et lui se promènent à cheval, elle meilleure cavalière que lui. Lui, justement, il dit qu'il tombe souvent et qu'il a un nombre important d'échymoses à cause de ça, préparant à l'avance sa justification quand elle le verra à poil. D'ailleurs, ça rappelle pas mal la scène dans Batman Begins entre Alfred et Bruce. If those are to be the first of many injuries to come, it would be wise to find a suitable excuse. Polo, for instance. Cette scène coupée paraissait mineure, mais moi je l'ai toujours trouvée intelligente, surtout qu'elle préparait une autre grosse scène du film, qui aurait été d'ailleurs le moment le plus jouissif, en hommage au Dark Knight Returns de Frank Miller, et ça, on va l'aborder dans le point suivant. Pour parler de cette grande scène, on va obligatoirement en aborder une autre. Je parle bien entendu du face-à-face entre Bruce Wayne et le Joker dans l'appartement de Vicky Vale. Vous vous souvenez des moments importants ? Bruce va chez Vicky pour tenter de lui avouer sa double vie suite au comportement répétitif qu'il a eu envers elle. Le Joker fait irruption avec ses hommes.
Bruce disparaît pour établir son stratagème avant de réapparaître et de péter un câble avec cette fameuse ligne improvisée Let's Get Nuts, ou en français Tu veux jouer les dingues, et qui est reprise telle du mauvais fanservice hors contexte dans The Flash. Bref, suite à cela, le Joker lui tire dessus avec cette répétition du popcorn que Vicky fait tomber comme pour les coups de feu du Joker sur les parents de Bruce, en plus de sa tirade identique Tu n'as jamais dansé avec le diable au clair de lune. Le criminel part avec ses gars, Vicky découvre le stratagème de Bruce ainsi que la petite surprise du Joker, et c'est ainsi que se termine cette scène. Dans ce qui était prévu initialement, Bruce devait rentrer dans l'appartement avec un sac contenant sa batte ceinture, ce qui aurait été beaucoup plus craignos et moins intéressant que ce qu'on a vu dans le film, avec bien sûr l'excellent jeu de Michael Keaton qui cherche ses mots en tentant de lui avouer qu'il est Batman. Ensuite, il y avait l'arrivée du Joker qui ne changeait pas, etc., etc., sauf que Bruce ne se faisait pas tirer dessus. Il devait en fait se jeter sur le Joker en lui mettant discrètement un traceur, avant d'être assommé par un de ses sbires. Ensuite, kidnapping de Vicky Vale, et cut noir dramatique pour nous amener justement à cette fameuse scène. Une séquence entière avec la composition de Danny Elfman et les doublages assurés par le casting vocal de la série animée Batman de 92 a été créée sur ce storyboard il y a quelques années. Les fans des éditions spéciales la connaissent, mais je suis toujours surpris de voir qu'un bon nombre n'en a jamais entendu parler. Donc je vous mets les parties les plus intéressantes, tout en ayant pris soin de traduire les dialogues pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Thanks, Alfred. Oh my God! How does he do it? Move it! Tonight, for the first time anywhere, the Flying Graysons! I love fireworks! No! No! Whoa. Let me go! You bastard! Like your boyfriend. Take me. Let the boy go. Gosh, I could kill you, Batman, but then you'd miss my party. And you, Batman, you're the guest of honor. What are you talking about? Batman, don't you recognize your old pal Jack? After all, you made me what I am today. No! Killed my parents! On peut remercier le dépassement de budget qui a permis de faire sauter cette scène et par conséquent Robin, parce qu'on est d'accord, séquence intéressante mais qui arrive beaucoup trop tôt. Là ça fait seulement quelques mois que Bruce est justicier. À savoir que le rôle avait été attribué à Ricky Addison Reed, contrairement à Marlon Wayans qui lui devait l'interpréter dans Batman Returns. Ce point est à mes yeux le plus important de cette chronique, parce que c'est bien beau de vanter les mérites de Burton et Elfman, à raison bien entendu, mais on n'évoque pas assez Anton Furst, qui est vraiment le véritable visionnaire de cette œuvre. Si vous ne le connaissez pas, votre perception du film risque bien de changer, parce que tout ce que vous aimez visuellement, c'est bien de lui. Même cette mythique Batmobile, puisque Furst est plus qu'un directeur artistique, c'est un concepteur de génie. La reconstitution du Vietnam dans Full Metal Jacket, c'est lui. Le design du tout premier Planet Hollywood en 1991, c'est lui aussi.
Il est vu par ses collaborateurs comme quelqu'un de sombre et complexe, mais également comme un artiste brillant et extrêmement généreux. Alors oui, il peut parfois partir dans des idées démentes et irréalisables, si bien que son collègue Terry Ackland Snow et le décorateur Peter Young doivent plusieurs fois le faire revenir à la réalité. Mais à eux trois, et avec la collaboration de Tim Burton, bien entendu, ils réussissent à créer quelque chose de totalement novateur, avec une véritable identité visuelle, si bien que First et Young remportent l'Oscar des meilleurs décors pour le film en 1990. Ou, si on veut être correct, l'Oscar de la meilleure direction artistique. L'idée pour Gotham est d'imaginer ce que serait devenu New York sans service d'urbanisme. Pour ça, First s'inspire de deux architectes, et pas des moindres. Le premier est l'allemand Albert Speer, vous savez, celui qui était l'architecte de ce gars-là. Quant au second, il s'agit du japonais Shin Takamatsu, qui intégrait l'ingénierie mécanique dans ses architectures. C'est d'ailleurs l'inspiration que je préfère dans ce film. Je trouve que ça donne une vraie personnalité à cette Gotham, plutôt que d'en faire une simple ville gothique. Son équipe arrive même à créer une avenue entière menant à la place de Gotham, qui, à l'époque, est la plus grande surface de tournage depuis Cléopâtre. Tous les décors et bâtiments du film s'étendent sur 50 hectares de terrain, et occupent la plupart des 18 plateaux insonorisés de Pinewood. Concernant la Batcave, First et Burton ne veulent pas d'une vulgaire grotte naturelle, ils souhaitent qu'elle soit partie intégrante de Gotham, comme un monde souterrain encombré par d'immenses piliers venant de la surface, avec un côté fantôme de l'opéra. On pourrait aussi passer en revue certains intérieurs qui font partie de mon top 3 des décors tout film confondus avec l'architecture de la ville. Mais on en aurait pour une bonne heure, et je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Parce qu'Anton First, c'est aussi tout ce qui touche à Batman, excepté le costume, que l'on doit à Bob Ringwood. D'ailleurs, parmi toutes les autres adaptations qu'on a eues sur le personnage, j'aurais toujours ce coup de cœur pour l'arsenal de Batman 89, et ce n'est pas seulement la nostalgie qui parle. Pour moi, on n'a jamais eu de vision aussi unique que celle de First. Mais bon, ça c'est une question de goût, on aura toujours nos préférences, et il n'y a aucun souci sur ça. Concernant la Batmobile et la Batwing, c'est John Evans qui s'occupe de leur construction avec son équipe. Même si cette thématique se concentre sur First, c'est important de rappeler qui a pu donner vie à ces designs, parce que ce sont tout de même eux qui ont fourni le plus gros du travail. Pour ce qui est de la Batwing, je regrette qu'il n'y ait pas plus de plans mettant en valeur cet engin, alors que son style est tellement agréable à l'œil. Ça va au-delà d'un simple appareil que Batman pilote comme on a pu le voir dans les autres films. Moi, ça me fait vraiment penser à une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il y a toujours des détails intéressants à découvrir dans son design. Quant à la Batmobile, First la dessine elle aussi de manière expressionniste en combinant certains éléments des voitures de course des années 30 à des pièces provenant d'avions comme le turboréacteur, en plus de la classique post-combustion. Et non, ce n'est pas lui qui la dessine telle qu'elle est, ça c'est important de le préciser. Enfin, à 90% oui, mais elle devient le véhicule qu'on connaît grâce à la participation de Terry Ackland Snow qui fait venir un modeler sous les ultimes directives de First et Burton pour son design final. Et si on doit parler une dernière fois de la construction, sachez que c'est Terry Ackland Snow qui a l'idée d'intégrer les phares arrière d'une Ferrari suite à une requête de First. Pour lui, tout l'arrière du véhicule est rond, et il doit en être de même pour les phares. Mais bon, ça je pense que vous le savez déjà, comme pour les phares avant retournés d'une Honda Civic et le bouchon de réservoir venant d'un bus londonien. Et pour ce qui est des deux bas de symboles du film qui sont bien différents, aussi bien donc celui qu'on a pu voir sur les affiches de promo, les cassettes vidéo, etc. c'est First qui le dessine, et également le fameux logo du Batsuite qui reste d'ailleurs à jamais mon préféré. Si vous ne savez pas pourquoi on n'a plus du tout entendu parler d'Anton First ces 30 dernières années, on va faire un petit saut en 1991. Il s'était séparé de sa seconde femme et il se mettait à boire en plus de se faire prescrire de l'alcyon. Un somnifère banni du Royaume-Uni en octobre de cette même année pour ses effets secondaires pouvant rendre amnésique, paranoïaque et dépressif. Et le jour de la mort de Freddie Mercury le 24 novembre 1991, lors d'une soirée avec des amis, il leur dit qu'il va prendre sa voiture pour aller acheter des cigarettes, sauf qu'il se jette d'un parking de 8 étages. Voilà. En fait, le même jour, on a juste perdu deux immenses talents. À l'heure où je tourne cette vidéo, le film The Flash n'est pas encore sorti, mais j'espère vraiment que Muschietti a puisé dans le travail de First. Pour la Batmobile et la Batwing modifiée, pas de soucis, ça on l'a vu dans les trailers, mais je parle aussi de cette Gotham, ou alors une fusion entre ses décors et celle de Batman Returns, parce que si ce n'est pas le cas, je vais gueuler dans ma critique, qui est déjà disponible d'ailleurs, à l'heure où vous visionnez cette vidéo, parce qu'il ne suffit pas de faire du fanservice. Si on prend un personnage, il faut respecter son univers, son époque, et tout ce qui tourne autour. Mais bon, si vraiment Muschietti ne respecte pas ça, eh bien écoutez, je sais déjà d'avance qu'une partie du grand public dira encore une fois amen à ce mauvais fanservice, comme pour No Way Home, également comme pour Kenobi. Kenobi, vraiment, direction artistique, je ne vais pas revenir dessus, c'était très très mauvais. Et ça me fait penser aussi à She-Hulk, l'épisode dans lequel apparaît Daredevil. Alors c'est très bien, c'est fort, tu fais revenir Charlie Cox, mais alors, au niveau du jeu, même de la direction d'acteur, de l'écriture, et aussi le costume, je m'en fous, parce que le costume, oui, au pire, ça respecte le tout premier costume, mais je parle des combats. On a été habitué
sur la série Netflix en 3 saisons, à du vrai combat, des vrais corps à corps, aucun de CGI pour la lutte ou quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qu'on a eu dans She-Hulk? Ouais, il te fait des saltos de ouf, sur-utilisation des CGI. Et ça va pas, parce que ça, j'avais vu une partie du grand public dit amen, juste en fait parce que oui, c'est fort de retrouver un acteur qu'on a aimé dans un personnage, mais s'il n'est pas respecté, à quoi bon? Enfin bref, vous connaissez mon avis. Enfin voilà, c'est comme ça que va se conclure cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est bien la première fois que je me suis essayé à ce genre d'exercice. Vous savez qu'en général, moi, en 1 an et demi d'existence sur la chaîne, j'ai dû demander 2 ou 3 fois de mettre des likes, mais pour celle-là, comme ça a demandé beaucoup de temps, et ça va encore m'en demander pour le montage, voilà, si vous pouviez juste mettre un like qui aide beaucoup pour le référencement. Bon, quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour la critique d'Indiana Jones. Je pense refaire une vidéo de ce type-là, les archives secrètes. Je vais voir déjà comment elle est accueillie. On va aussi se retrouver le mois prochain pour la critique de Oppenheimer et de Barbie, si je suis chaud. Au cas où, si vous découvrez cette chaîne et que vous appréciez Batman, eh bien je vous mets les liens de mes bas de séance. J'en ai fait 2 pour l'instant. Ça va venir progressivement. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à certaines vidéos Star Wars, mais je vais me rattraper, promis. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!